Nous sommes au début du XVe siècle, et l'Europe est au bord du gouffre, non pas à cause de la guerre, mais à cause d'une foi divisée. Deux papes rivaux s'emparent du trône de Saint-Pierre, divisant la chrétienté. Mais la situation est sur le point de s'aggraver. Au cœur de ce chaos, un banquier florentin avisé, Giovanni di Bicci, encore appelé Jean de Médicis, voit une opportunité dans la crise. Les Médicis commencent par de simples échangeurs, mais Giovanni les élève au rang de puissance, transformant leur banque en une puissance financière et politique. Il sait que si la famille Médicis peut contribuer à l'installation d'un nouveau pape, elle accédera au nouveau pouvoir. La seule décision désormais est de choisir le bon candidat pour assouvir ses ambitions. Giovanni di Bicci trouve son candidat. Un homme à l'ambition débridée et soif de pouvoir. Quelqu'un capable d'assurer la mainmise sur les Médicis. Il s'appelle Baldassare Cossa. Né à Naples à la fin du XIVe siècle, dans la petite noblesse, son enfance est marquée par l'anarchie en Méditerranée, où il est tourné vers la piraterie pour assurer sa survie. Commandant des navires sur une mer dangereuse et incontrôlée, il acquiert la ruse et l'audace qui marqueront plus tard son ascension. Mais il finit par abandonner sa vie de pirate et étudier le droit dans la prestigieuse université de Bologne. En 1402, il est élevé au rang de cardinal, mais une crise éclate bientôt. Deux papes rivaux, un à Rome, Grégoire Ier, et l'autre à Évangile, Benoît XIII, s'y sont installés refusant de se retirer. Cossa y voit une opportunité, mais l'ambition seule ne suffit pas. Il lui faut de l'argent. Il trouve donc un allié en la personne de Giovanni di Bicci, un banquier aux ambitions aussi élevées que les siennes. Giovanni y voit au-delà du risque immédiat et saisit l'immense opportunité. S'il aide Cossa à accéder à la papauté, les Médicis obtiendra un accès sans précédent aux richesses du Vatican. Grâce au fonds des Médicis qui alimente sa campagne, Cossa achète la loyauté des cardinaux influents et s'assure des votes clés. Les richesses affluent à huis clos, des promesses se murmurent dans l'ombre, et la machine politique de l'Église commence à basculer. Lorsque le conclave se réunit en 1410, c'est Baldassare Cossa qui sort victorieux, couronné pape Jean XXIII, troisième pape d'une chrétienté déjà fracturée. Plutôt que d'unifier l'Église, son élection aggrave la situation, cimentant une crise sans précédent. Mais pour les Médicis, c'est un triomphe. Giovanni di Bicci prend le contrôle des comptes financiers du Vatican, liant le nom des Médicis au cœur de la chrétienté. Si la crise des trois papes finira par se résoudre, l'emprise des Médicis au Vatican demeure. Leur alliance avec Jean XXIII leur ouvre un accès permanent aux finances de l'Église et leur confère une influence qui perdurera pendant des générations. Les Médicis sont passés d'obscurs banquiers à des acteurs influents en un éclair. À la fin des années 1420, la santé de Giovanni commence à décliner, marquant la fin d'une époque pour la famille Médicis. Pendant des années, il prépara son fils Cosimo à prendre la relève. Cosimo de Médicis était un homme d'une intensité discrète. Déjà connu pour son esprit vif et son attitude mesurée. Il était très instruit, imprégné d'humanisme, et avait déjà commencé à nouer des alliances avec l'élite intellectuelle florentine. En 1428, Giovanni décède, passant le flambeau à son fils Cosimo. Son père disparu, Cosimo sort de l'ombre. Il prend le contrôle de la banque des Médicis et vise un but plus ambitieux qui s'étend bien au-delà des banques florentines. Mais ils ignorent qu'un coup d'État se prépare et que ses ennemis se rapprochent. Tout ce qu'il envisage pour son empire sera bientôt mis à l'épreuve dans une bataille politique, qui pourrait soit consolider son pouvoir, soit détruire tout ce que sa famille a construit. En 1433, Florence est sur le fil du rasoir. L'essor de la banque Médicis est une mauvaise nouvelle pour la cité-État. La famille Albizzi, dirigée par le redoutable Ronaldo degli Albizzi, considère Cosimo non pas comme un rival, mais comme une menace pour la structure même de son contrôle sur la République florentine. Lorsque les Médicis commencent à s'élever sur Florence, ils n'étaient pas la seule famille puissante à se disputer le pouvoir. Les Albizzi étaient l'une des familles les plus anciennes et affluentes de l'époque. Durant une période d'instabilité financière à Florence, Ronaldo passe à l'action. Il truque les élections, s'alliant au conseil avec des alliés fidèles à sa cause. Puis la ville sous son emprise, il frappe. Il accuse Cosimo de trahison, de complot visant à renverser la République elle-même. Cosimo, ignorant l'ampleur du complot, est convoqué à la Signoria, sous prétexte de discuter de questions civiques.
À son arrivée, il tombe dans une embuscade. Arrêté sur le champ, il est conduit à l'Alberto, une cellule exiguë, au sommet de la tour de la Signoria. Ronaldo a bien l'intention d'exécuter Cosimo, mais le risque d'exécuter un homme aussi influent que Cosimo devient trop grand. Au lieu de cela, le conseil choisit l'exil, un compromis que Ronaldo accepte à contre-cœur, persuadé qu'avec la disparition de Cosimo, le pouvoir des Médicis disparaîtra. Mais Ronaldo ignore la suite. Pour les Médicis, l'exil n'est qu'un revers temporaire. Une retraite stratégique, plutôt qu'une défaite. À l'ombre de son bannissement, Cosimo entreprend de reconstruire non pas avec des armées, mais avec des alliances, des richesses et de la patience. La Florence, sous Ronaldo Albizzi, commence à vaciller. La première erreur de Ronaldo est de vider les finances de Florence en s'engageant dans des guerres coûteuses qui affaiblissent la ville. Il échoue également à conclure des alliances clés, laissant Florence s'isoler. Beaucoup alors se tournent vers Cosimo, préparant ainsi son retour. En 1434, la faction Médicis reprend des forces. Alors que les coups d'État de Ronaldo échouent, les dirigeants florentins invitent Cosimo à revenir. À son retour, Cosimo ne tarde pas à consolider son pouvoir, remodelant la gouvernance florentine, tout en conservant une façade républicaine. Il souhaite laisser un héritage qui résonnera à travers les âges. Dans les années 1440, Cosimo finance l'un des symboles les plus emblématiques de l'innovation de la Renaissance, le David en bronze de Donatello. Grâce à son mécénat artistique, architectural et intellectuel, la Florence de Cosimo s'épanouit et devient un pôle culturel majeur. À sa mort en 1464, Florence n'est plus seulement une ville commerçante, c'est le cœur culturel et intellectuel de l'Europe. L'héritage de Cosimo, père de la Renaissance, est ainsi assuré. Après sa mort, le flambeau échoua à son fils, Piero de Médicis. Contrairement à son père, Piero est atteint d'une maladie chronique, ce qui lui vaut son triste surnom de Piero le Sanglant. En 1469, Piero de Médicis, âgé seulement de 53 ans, succombe de sa maladie. Les fils de Piero, Lorenzo et Giuliano, sont encore jeunes. Lorenzo, l'aîné, n'a que 20 ans. Le poids de la succession pèse lourdement sur ses épaules. Mais Lorenzo est déterminé à ce que l'héritage des Médicis ne s'affaiblit pas sous sa direction. En assumant le rôle de chef de Florence, il se retrouvera très bientôt confronté à une crise d'une ampleur sans précédent. Une conspiration menacera non seulement le pouvoir de sa famille, mais aussi leur vie. La jeunesse et l'inexpérience de Lorenzo deviennent une faiblesse que ses ennemis cherchent à exploiter. Parmi les principaux conspirateurs figure la famille Pozzi, une puissante dynastie jalouse depuis longtemps de l'influence des Médicis. Leur complot est soutenu par le pape Sixte IV, qui nourrit un profond ressentiment envers Lorenzo, après son refus de financer les ambitions territoriales de la papauté. Le 26 avril 1478, lors de la grande messe célébrée à la cathédrale Santa Maria del Fiore, les conspirateurs passent à l'action. La cérémonie sacrée étant en cours, l'attaque s'annonce rapide et décisive. Deux assaillants se jettent sur Giuliano de Médicis, le frère cadet de Lorenzo, et le poignardent à plusieurs reprises. Giuliano s'effondre sur le sol de marbre, mourant presque instantanément. Pendant ce temps, Lorenzo fait face à ses propres assaillants. Deux hommes se jettent sur lui avec des lames, mais les réflexes rapides de Lorenzo et l'intervention de ses fidèles partisans lui permettent de s'en sortir avec une blessure légère. La nouvelle se répand et le chaos éclate à Florence. Les conspirateurs espéraient prendre le contrôle du gouvernement, mais leur plan échoue lorsque les alliés de Lorenzo rallient la ville. Après cette attaque, Lorenzo établit un conseil de 70 fidèles, garantissant l'influence des Médicis sur toutes les décisions importantes. Il était un génie politique. Il utilisait l'impôt pour récompenser ses amis et affaiblir ses rivaux, tout en finançant des projets publics qui faisaient le bonheur du peuple. Florence devint un centre d'art, de culture et d'échanges intellectuels, donnant naissance à des légendes comme Michel-Ange et Léonard de Vinci.
Nous sommes en 1519. Florence est sous la régie de Cosimo Ier de Toscane. Il a fait de Florence un véritable royaume mais sans le nom. Il règne en grand-duc avec une autorité absolue. Mais même les souverains les plus puissants ne peuvent rivaliser avec le temps. Au fil des années, la santé de Cosimo commence à décliner et la question de succession plane sur la Toscane. Son fils, François Ier de Médicis, n'a ni la vision de son père et ni sa discipline. La corruption se propage, l'empire décline et l'influence des Médicis s'affaiblit. Florence est peut-être en déclin, mais la lignée des Médicis est sur le point d'exercer un pouvoir plus grand que jamais, non pas en Italie, mais en France. Et ce pouvoir viendra du trône lui-même. Le retour des Médicis ne sera pas mené par un homme, cette fois c'est une femme qui portera leur nom vers de nouveaux sommets. Catherine de Médicis. Au début, elle n'était considérée que comme un pion politique. En 1527, lorsque les Médicis perdit Florence, Catherine fut prise en otage par des ennemis et l'enfermèrent dans un couvent pendant 3 ans. Cette expérience lui forgea une personnalité résiliente et calculatrice, qui lui permettra plus tard de manipuler la cour. Dans les années 1530, le pape Clément III, déterminé à assoiffer l'influence des Médicis au-delà de l'Italie, arrange un mariage qui changera l'histoire. À 14 ans, Catherine est envoyée en France pour épouser le prince Henri, deuxième fils du roi, François Ier. L'union est purement stratégique. La France cherche à se rapprocher de la papauté, et les Médicis souhaitent s'implanter durablement dans la royauté européenne. Épouse d'un prince plus jeune, elle a peu de pouvoir, et Henri lui porte peu d'intérêt, préférant sa maîtresse plus âgée. Pendant des années, elle reste à l'écart, silencieuse, observatrice et patiente. Et le moment venu, Catherine sera prête. Catherine de Médicis a passé des années dans l'ombre de la cour de France. Ignorée par son mari, éclipsée par sa puissante maîtresse. Mais en 1547, tout bascule. Le roi François Ier meurt de la syphilis. Son fils Henri monte sur le trône, et Catherine devient reine de France. Mais la couronne lui confère aucun pouvoir. Catherine est toujours ignorée, toujours mise à l'écart. Tout ce qu'elle peut faire, c'est porter 10 enfants, consolider la dynastie, et attendre dans l'ombre. Mais elle n'aura plus à attendre longtemps. En 1559, le destin ouvre la porte. Un tournoi de joutes est organisé pour célébrer un mariage royal. Le roi Henri entre dans l'arène, impatient de montrer sa force. Il charge Gabriel de Montgomery, un guerrier connu dans toute la France. Un éclat de lance transperce le casque d'Henri et s'enfonce dans son crâne. Pendant des jours, il oscille entre la vie et la mort. Finalement, le 10 juillet 1559, le roi Henri II meurt. Sa mort est choquante. Et elle n'était pas seulement inattendue, elle était totalement absurde. Et soudain, tout a basculé. Catherine, autrefois impuissante, se retrouve soudain à la tête de la France. Elle va ressusciter le pouvoir des Médicis et prouver qu'elle n'est pas seulement une reine, mais une souveraine à part entière. Avec la mort soudaine d'Henri II, Catherine sort de l'ombre. Son fils aîné, François II, âgé seulement de 15 ans, hérite du trône. Mais il était faible, inexpérimenté et maladif. Après seulement 17 mois de règne, François II tombe gravement malade et décède. En 1560, son frère cadet, Charles IX, monte sur le trône. À seulement 10 ans, un enfant roi signifie une chose. Un régent doit gouverner à sa place. Catherine saisit l'occasion. Elle se positionne comme la seule figure capable de maintenir l'unité de la France. Les Médicis ne dirigeaient plus seulement une cité ou un État, ils siégeaient sur le trône de France, l'un des royaumes les plus puissants de l'époque. C'est le triomphe ultime pour le nom des Médicis. Catherine de Médicis règne sur la France non pas en tant que reine consort, mais en tant que reine de nom. Avec son jeune fils Charles IX sur le trône, elle domine la cour de France. Mais la France est un royaume en guerre contre elle-même. Les Huguenots protestants et la noblesse catholique se livrent une lutte acharnée pour le contrôle du pays. Catherine, en stratège invétérée, tente de maintenir les deux camps en les montant l'un contre l'autre pour empêcher l'un ou l'autre de devenir suffisamment puissant pour menacer la monarchie.
Mais la diplomatie a ses limites. En 1572, la tension éclate et donne lieu à l'un des massacres les plus tristement célèbres de l'histoire. Sur ordre de Catherine, des milliers de dirigeants et de citoyens protestants sont massacrés dans les rues de Paris. Cet événement restera en mémoire comme le massacre de la Saint-Barthélemy. Ce bain de sang assure la domination catholique, mais la marque à jamais comme une reine impitoyable, crainte et méprisée par beaucoup. À la mort de Charles IX en 1574, son emprise sur le pouvoir commence à faiblir. Son fils suivant, Henri III, monte sur le trône. Contrairement à sa mère, il est indécis, extravagant et déconnecté des luttes populaires. Catherine, vieillissante et de plus en plus désespérée, lutte pour garder le contrôle. Elle finira par décéder en 1589, quelques mois seulement avant l'effondrement définitif de la dynastie Valois. Son dernier fils survivant, Henri III, est assassiné, laissant la France sans héritier de sa lignée. À la fin, Catherine mourut en sachant que le royaume lui échappait, ses fils affaiblis et son héritage entaché de sang. C'est une fin tragique pour l'un des souverains les plus redoutables de l'histoire. Le nom des Médicis a peut-être atteint son apogée en France, mais son pouvoir s'affaiblit. Bien que la lignée des Médicis de Catherine survive brièvement grâce à sa petite-fille, Marie de Médicis, qui devient reine de France, les Médicis luttent pour conserver leur pouvoir en Italie. Les grands-ducs de Médicis en Toscane conservent le pouvoir pendant un siècle encore, mais leur puissance n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Le grand empire bancaire a disparu, leur influence politique en Italie s'est affaiblie, et les dirigeants sont devenus plus détachés. Le coup fatal est porté par leur incapacité à donner des héritiers hommes. En 1737, le dernier souverain Médicis, Jean-Gaston de Médicis, meurt sans héritier, et Florence tombe sous domination autrichienne. Ce qui n'était au départ qu'une famille de banquiers peu ambitieuse, parvenue à régner sur Florence, la papauté, et même la France, prend fin. Mais l'héritage des Médicis demeure. Leur empreinte a marqué l'histoire, non seulement par la politique, mais aussi la Renaissance, les grands palais, l'art et la culture même de l'Europe moderne.